Deuxième partie de ce cours, toujours consacré donc à la guerre froide, et on va donc développer le cœur du sujet avec ce qu'on pourrait appeler des phases de crise et des phases de détente. Alors pour les crises de la guerre froide, donc on est là dans les années 50 jusqu'aux années 80, on pourrait peut-être d'emblée revenir sur les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, parce que certains historiens en fait considèrent que ces bombardements atomiques contre Hiroshima et Nagasaki, sont en fait les premiers actes de la guerre froide. C'est que non seulement, évidemment, le but pour les Américains, c'est de précipiter la capitulation japonaise, mais c'est aussi, pour les Américains, un signe envoyé à Staline pour leur dire qu'il dispose d'une arme suprême. Donc on pourrait considérer que les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki sont, on va dire, un signe de cette guerre froide qui arrive. Alors la première crise, et c'est même une guerre, hein, c'est la guerre de Corée, donc de 50 à 53, sachant que la Corée avait été donc colonisée par les Japonais au début du XXe siècle, que donc le pays avait été occupé par les Soviétiques un temps, hein, du moins le Nord, et que le pays, en fait, dès 45, avait été coupé en deux, une Corée du Nord communiste et Corée du Sud on va dans le camp du bloc occidental. Et pour faire court, hein, le Nord envahit le Sud, et ce qui précipite l'intervention des Américains sous le mandat de l'ONU. Il faut bien le voir. Et donc au départ, les Coréens du Nord emportent la partie, envahissent quasiment toute la Corée du Sud, contre-attaque américaine, sachant qu'en fait, les Nord-Coréens sont soutenus militairement par les Chinois. Et en fait, il y a des troupes chinoises, soi-disant volontaires, hein, qui combattent les Américains. Donc c'est presque indirectement un conflit sino-américain, hein, la guerre de Corée. Donc pour le coup, en 53, on aboutit à un statu quo, une guerre qui a été assez terrible, hein, parfois un peu oubliée, mais qui a été terrible pour les civils. Et les deux Corées sont définitivement séparés, sachant d'ailleurs que les deux pays n'ont jamais signé officiellement de traité de paix. Alors, donc je fais court, hein, parce qu'on pourrait développer longtemps, mais enfin voilà, retenez, guerre de Corée 50-53. Alors ensuite, autre crise, c'est le blocus de Berlin, donc on est là entre 48 et 49, où en clair, en fait, Staline veut récupérer tout Berlin, sachant que Berlin avait été coupé en plusieurs zones, en fait, il va asphyxier la partie ouest, hein, donc la partie occidentale, en empêchant l'approvisionnement, donc une manière en fait de mettre la pression, mettre un ultimatum sur les Occidentaux et puis les Berlinois de l'Ouest pour, on va dire, rejoindre l'Est. Sauf que les Américains n'entendent pas de cette oreille et ils vont organiser un vaste pont aérien, donc des myriades d'avions qui décollent depuis l'Allemagne de l'Ouest, hein, et qui approvisionnent les Berlinois donc de l'Ouest. Du coup, Staline finit par reculer, et cela entérine la coupure en deux de Berlin. Alors toujours à propos de Berlin, on est en 61, donc là attention, Staline est mort en 53, il a été remplacé donc par Nikita Khrouchtchev, qui d'ailleurs avait d'emblée quand même critiqué les excès du stalinisme, donc ceci n'est pas le sujet, mais enfin en tout cas, Khrouchtchev, ça c'est intéressant parce qu'il a en même temps une politique au départ assez dure envers les Américains et ensuite il va lancer une phase de détente. Mais enfin en tout cas, Khrouchtchev donc ordonne la construction du mur de Berlin parce qu'en fait beaucoup de Berlinois de l'Est fuyaient vers l'Ouest, hein. C'était rarement dans l'autre sens, hein, c'est comme ça. Donc soit pour retrouver leur famille, soit parce qu'ils estimaient qu'ils vivraient mieux à l'ouest, hein, sachant voilà, on peut considérer que la RDA était une dictature. Donc en tout cas, le mur de Berlin est construit littéralement quasiment en une nuit, hein, par les troupes soviétiques. Donc c'est évidemment un mur infranchissable, hein, entre les deux parties de Berlin. Et donc ça va devenir bien sûr le symbole de la guerre froide, hein, le mur de Berlin, et puis la chute du mur de Berlin qui marquera, on va dire, la fin de la guerre froide, hein, sans trop anticiper. Alors, autre crise aussi qui est restée très célèbre, hein, c'est la crise des fusées à Cuba. Donc on est là en 62. Alors pour faire court, Cuba était très longtemps un protectorat américain, pour pas dire de la mafia américaine, c'est à d'autres sujets. Enfin, toujours est-il qu'il y a une révolution de type socialiste menée par Fidel Castro,
qui, par choix politique, bah, évidemment, il n'y a pas trop le choix, justement, va se ranger du côté de l'URSS, et les soviétiques vont proposer, on va dire, d'installer des rampes de missiles nucléaires à Cuba. Sauf qu'on est à quoi, une centaine de kilomètres des côtes de Floride. Donc évidemment, les Américains vont opposer un veto très très ferme. Et donc là, on est là sous le mandat de Kennedy. Et les bateaux américains vont en fait arraisonner les bateaux soviétiques qui amènent le matériel. On n'est pas loin de la guerre nucléaire. Il y a même quand on relit comme ça les sources ou la presse de l'époque, on a peur que l'Europe soit écrasée par les bombes nucléaires. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment une crise très aiguë. Tellement aiguë d'ailleurs que ça va lancer une phase de détente. Enfin voilà, les soviétiques reculent et il y aura évidemment jamais de missiles balistiques soviétiques à Cuba. Et Cuba évidemment qui va rester dans la main de Fidel Castro jusqu'aux années 90, hein, évidemment. Alors, autre crise, alors là on est lié à la décolonisation, on y reviendra, donc je suis assez court hein, là-dessus, c'est la guerre d'Indochine, donc 46-54, donc l'Indochine qui est bien sûr une colonie française, sauf qu'elle avait été occupée dès 40 par les Japonais, donc les Français en avaient été chassés pour ainsi dire, et ils ont eu beaucoup de mal à revenir sur le terrain en 45 parce que les Vietnamiens d'abord, parce que l'Indochine c'est essentiellement le Vietnam, hein, proclame son indépendance. Et sauf que le leader indépendantiste qui s'appelle Ho Chi Minh est communiste. Donc là, pour le coup, les Français vont évidemment lancer une guerre coloniale, mais là avec le soutien américain, parce qu'on voilà, on considère que c'est un conflit de décolonisation, mais c'est un conflit lié aussi à la guerre froide. Euh, donc la guerre d'Indochine qui finit par être perdue par les Français après la bataille de Dien Bien Phu en 54 et qui aboutit à l'indépendance donc du Vietnam, du Laos et du Cambodge. Donc on y reviendra. Alors autre crise qui suit évidemment l'indépendance de l'Indochine, c'est la guerre du Vietnam. Donc on est là de 65 à 75. Déjà on voit la chronologie, enfin, c'est le plus long conflit de l'histoire américaine. Parce qu'en fait, à l'issue donc de l'indépendance du Vietnam, le pays avait été coupé en deux, comme la Corée. Donc le nord communiste, le sud, une espèce de monarchie pro-occidentale. Sauf que ben, le nord envahit le sud. Donc la guerre du Vietnam, en fait, est aussi une guerre civile en fait interne au Vietnam. Et les Américains, donc sous le mandat de Lyndon Johnson, hein, qui a succédé à Kennedy, qui a assassiné en 63, interviennent militairement très très durement, hein. Donc juste pour regarder une image, ils ont lancé plus de bombes sur le Vietnam que sur l'Allemagne nazie, hein, faut l'avoir en tête. Donc une guerre aussi terrible hein, pour le coup, et qui aboutit là à une défaite militaire américaine, sachant évidemment que la société américaine, on est en plein mouvement hippie, hein, donc appel à la paix, donc il y a aussi voilà, et surtout une démoralisation, on va dire, de la société américaine face à ce très long et meurtrier conflit. Et donc en 75, on aboutit à la réunification du Vietnam, hein, donc sous férule communiste. Hein, donc le Nord absorbe le Sud. Alors, dernière crise aiguë, on est là en 1980, c'est la crise des euromissiles. Donc on est sous le début du mandat de Reagan. En face, le leader soviétique, c'est Brejnev. En fait, les deux grands installent des missiles à très longue portée, alors qu'ils s'étaient mis d'accord pour voilà, réduire le nombre de missiles nucléaires en Europe. Là, en tout cas, les soviétiques et les Américains, et leur technologie le permet, installent des missiles à très très longue portée. Donc en clair, il y a la menace d'une guerre nucléaire en 1980. Et au final, dans les années 80, on aboutira à des accords de réduction de l'armement, on y reviendra. Donc voilà pour les crises de la guerre froide. J'ai fait relativement court parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus. Alors deuxième point, on peut voir la rivalité technologique. Alors c'est peut-être l'aspect positif de la guerre froide, c'est qu'il y a une espèce d'émulation entre les deux blocs et qui aboutit bah, notamment à la conquête spatiale. Alors d'abord, clairement, les deux superpuissances se livrent une course à l'armement. Donc on avait bien vu qu'en 45, les Américains mettent au point les premières bombes atomiques. Les Soviétiques suivent très rapidement, donc grâce notamment à des espions
voilà, enfin bon, au sein du complexe militaro-industriel. Bref, en tout cas, voilà, les soviétiques obtiennent aussi très rapidement la bombe atomique. Et dans les années 50, on aboutit à la bombe nucléaire, donc la bombe H. Donc, faut pas confondre bombe nucléaire, bombe atomique. Euh, je rentre pas trop dans les détails, mais enfin voilà, la bombe nucléaire est beaucoup plus puissante que la bombe atomique, hein. Elle est basée sur la fusion des atomes d'hydrogène, c'est pour ça qu'on l'appelle la bombe H. Et il possède voilà, des millitêtes nucléaires, hein, de quoi faire disparaître la Terre, hein, clairement. Ça aboutit en fait à un équilibre de la terreur. Donc c'est pour ça qu'on comprend mieux pourquoi il n'y a pas eu de conflit direct entre les deux grands, parce qu'il y avait quand même la menace de la destruction totale du monde, hein. Alors, autre point de cette rivalité, c'est bien sûr la conquête spatiale, où les deux d'ailleurs profitent des travaux des savants allemands, hein, qui avaient mis au point notamment la fusée V2, hein, sachant que von Braun, le père de la fusée V2, va être embauché à la NASA, hein. Il est quand même le père du programme lunaire américain, faut le savoir. Donc en tout cas, les soviétiques ont un petit peu d'avance, hein, quand même, clairement. C'était évidemment une grande victoire pour la propagande soviétique, avec le premier homme dans l'espace, hein, qui s'appelle donc enfin, excusez-moi, j'anticipe, pardon. Le premier satellite, hein, donc c'est Sputnik, on est là en 57. Et ensuite, le premier vol orbital donc d'un homme dans l'espace. Donc il n'est pas sorti dans l'espace, mais enfin, le premier vol orbital avec bien sûr le héros soviétique, Gagarin. On est là en 61. Et là, les Américains comprenant leur retard, on est là sous Kennedy, hein. Ils considèrent que l'espace c'est la nouvelle frontière. Et les Américains vont évidemment permettre le premier pas de l'homme sur la Lune. On est là en 1969, hein, programme Apollo. Il y en aura eu plusieurs, évidemment, jusqu'aux années 70. Donc voilà pour la conquête spatiale et la rivalité technologique. Donc il y a un autre aspect aussi qui fait partie un petit peu du folklore, mais bon, c'est l'aspect aussi espionnage, hein, qui mériterait de long développement. Bon, qu'on voit beaucoup dans le cinéma, évidemment, mais bon, je ne le développe pas là, mais c'est aussi, bien sûr, la guerre froide, l'occasion d'une guerre d'espionnage. Alors on va aboutir finalement à une phase de détente dont j'ai un petit peu déjà parlé, hein. En fait, la crise de Cuba, donc en 62, fait craindre l'hiver nucléaire sur le monde, et les deux grands, donc en clair, donc Kennedy et Khrouchtchev, finissent par s'entendre pour calmer le jeu, on va dire, éviter la guerre nucléaire. Et le symbole de cette détente, c'est, de manière pas si anecdotique, en fait, c'est le téléphone rouge. Donc, c'est en fait une ligne directe, hein, qui réunit les deux leaders, hein. Donc ils peuvent voilà, mener des négociations rapidement, donc, par le fameux téléphone rouge, hein, entre le Kremlin et la Maison Blanche. Ensuite, dans les années 70, il y a des accords de limitation du nombre de têtes nucléaires, hein. Bon, il y a comme des milliers de têtes nucléaires de chaque corps. Mais enfin, voilà, ils limitent la portée aussi. Enfin, voilà, ils se mettent d'accord de manière assez méthodique, hein, sur combien de missiles, où les placer, etc. Bon. C'est les accords qu'on appelle SALT 1 et SALT 2, hein, donc Strategic Arms Limitation Talks. Donc, il y a eu deux accords, hein, SALT 1, SALT 2 dans les années 70, donc limitation de l'arsenal nucléaire. Et à voir aussi que les deux Allemagnes, dans les années 70, vont se rapprocher, donc à l'initiative du chancelier ouest-allemand qui s'appelle Willy Brandt. C'est ce qu'on appelle l'Ostpolitik, donc la politique d'ouverture à l'Est. Et les deux États allemands, donc RFA et RDA, finissent par en fait reconnaître mutuellement l'existence de l'autre. Il y a aussi des accords techniques, industriels. Voilà, donc il y a un rapprochement entre les deux Allemagnes. Et en 75 aussi, il y a un traité, c'est le traité d'Helsinki, donc on est en Finlande, qui stipule en fait l'inviolabilité des frontières en Europe. Donc clairement, en fait, les deux camps reconnaissent l'existence de l'autre. En fait, c'est une reconnaissance mutuelle entre les deux blocs et l'idée de reconnaître les frontières. Alors en préambule aussi, il y a la mise en avant de la démocratie, mais enfin tout ça, évidemment, pour l'Europe de l'Est, en tout cas, ça reste un vœu pieux. À voir aussi qu'il y a un contexte, hein, qui va affaiblir l'Occident, c'est les deux chocs pétroliers. Donc on y reviendra d'ailleurs, hein, donc 73 et 79. Donc l'Occident est très affaibli par ces deux chocs pétroliers, parce qu'évidemment, ils sont très dépendants des importations pétrolières, notamment du Golfe arabo-persique. Sachant aussi que les États-Unis, donc on l'a dit, mais enfin voilà, ont connu une espèce de crise morale avec la guerre du Vietnam. Il y a un mouvement pacifiste, donc ce qu'on va appeler le mouvement hippie, voilà, qui va se développer. Et donc, au sortir des années 70, le gagnant, c'est quand même l'URSS, hein. Les États-Unis ont un petit peu sont en recul. Mais on va voir, hein, dans le début des années 80, un retour de la guerre froide. Voilà pour cette deuxième partie.